Maria Vladimirovna Romanova est la fille de Vladimir Kirillovitch Romanov, celui qui se proclama empereur en exil en 1924. Connue comme la Grande Duchesse, elle est une représentante de la lignée impériale russe, une personnalité éblouissante et aux multiples facettes. Maria Vladimirovna incarne les idéaux de la monarchie orthodoxe et se distingue par un goût et un style impeccables. Sa collection de joaillerie recèle de nombreuses pièces magnifiques, mais une place toute particulière parmi elles est occupée par un somptueux diadème de la maison Chaumet. Le diadème Chaumet prend la forme d'un élégant ruban torsadé orné de perles imposantes et de diamants. Fait remarquable, les gemmes peuvent être aisément remplacées, ce qui confère au bijou une valeur unique. Cette pièce véritablement royale vit le jour à Paris en 1897. L'histoire du diadème est intimement liée à la famille princière des Bagration. Après la Révolution russe, ils furent contraints à l'exil, mais des années plus tard, ils regagnèrent leur palais de Tbilissi. Cependant, les temps difficiles les poussèrent à s'exiler de nouveau en France en 1931. La princesse Léonida Bagration, épouse du grand-duc Vladimir Kirillovitch, était la détentrice du diadème Chaumet. Étonnamment, elle ne l'exhiba que très rarement lors des événements mondains et des cérémonies. Ce n'est que lorsque leur fille, la grande duchesse Maria Vladimirovna, épousa le prince Franz Wilhelm de Prusse à Madrid en 1976, que le joyau fit sa première apparition. Maria Vladimirovna porta également le diadème lors d'un bal en Allemagne en 1990 et aux noces du duc Philippe de Wurtemberg et de la duchesse Maria Caroline au château de Nymphenburg en 1991, ainsi qu'à celle du prince héritier Aloïs de Liechtenstein et de la duchesse Sophie en 1993. En 1997, Maria Vladimirovna posa pour une séance photo avec le diadème, où les perles avaient cédé la place à de somptueux rubis. Le bijou s'harmonisait parfaitement avec les boucles d'oreilles en rubis qu'il apparaît au baptême du grand-duc Georges Mikhailovitch de Russie en 1981. En juillet 1885, le mariage de la princesse Béatrice, fille de la reine Victoria, et du prince Henri de Battenberg fut célébré en l'église Sainte-Mildred à Wippenham. Cet événement, au-delà du faste attendu, frappa les esprits par les joyaux uniques qui ornaient la mariée. La photo de mariage ne dévoile qu'une partie des cadeaux de la reine-mère. Parmi eux, une couronne et des étoiles de diamant, formées de 5 astres sur un cerceau étincelant. Béatrice portait un diadème avec des boucles d'oreilles en diamant en forme de larmes, un collier de diamant orné d'une imposante croix de diamant, et des broches de diamants figurant une abeille, une rose et un papillon. Ces parures ne faisaient pas que souligner le statut de la princesse, elles définissaient son image. Béatrice chérissait l'abeille de diamant, symbole de l'insigne royal et du labeur. Selon les manuscrits maçonniques, l'abeille, comme le blé, viendrait de la planète Vénus, et son image était censée protéger les femmes. Toutefois, la vie de la princesse ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Elle provoqua un jour un incendie dans ses appartements du château de Heiligenberg en Allemagne avec des bougies et une cheminée. La plupart de ses bijoux furent consumés, fondus ou dérobés. Cet incident fut un rappel brutal de la fragilité du monde matériel, de l'importance de la richesse spirituelle et émotionnelle. En 1905, la famille royale de Prusse approcha la maison de joaillerie Koch avec une requête singulière: la création d'une tiare pour la future impératrice d'Allemagne. La commande coïncidait avec les noces de la duchesse Cécilie de Mecklembourg-Schwerin et du prince héritier Guillaume d'Allemagne. Le fruit de cette collaboration fut une tiare somptueuse, épousant la forme d'un kokochnik traditionnel russe, paré d'un élégant treillis de diamants et de motifs grecs. Ce diadème devint une pièce indissociable du style de Cécilie. 3 ans après le mariage, elle posa pour un portrait du célèbre artiste suisse Caspar Ritter. Le portrait joaillier de la princesse héritière Cécilie de Prusse est devenu un emblème de son statut élevé et de son goût exquis. La tiare de style russe ne reflétait pas uniquement les tendances de l'époque, mais aussi les liens culturels profonds de Cécilie avec la famille Romanov. Sa mère, la grande duchesse Anastasia Mikhailovna, était la petite-fille du tsar Nicolas Ier de Russie, ce qui conférait à la tiare une signification particulière. Des années plus tard, au printemps 1938, le prince Louis-Ferdinand, deuxième fils de Guillaume et Cécilie, renoua avec la famille Romanov. Son épouse fut la grande duchesse Kira Kirillovna de Russie. Une luxueuse robe en brocart d'argent, créée pour Kira par sa grand-mère, fut préparée pour cet événement majeur. Mais pour parachever la tenue, on prêta à Kira la tiare kokochnik ayant appartenu à la princesse Cécilie. Ce bijou unique complétait à la perfection la tenue de cour traditionnelle, soulignant sa splendeur et sa sophistication. Le mariage de Louis-Ferdinand et Kira fut un événement véritablement grandiose. Il comprenait plusieurs cérémonies, un acte civil allemand, un mariage orthodoxe russe,
une réception dans la demeure de Cécilie à Potsdam et un office luthérien à Wiesdorn, la résidence du Kaiser Guillaume II en exil. Partout, la sublime Kira rayonnait avec sa magnifique tiare kokochnik, captivant tous les regards. La tiare kokochnik fut transmise aux descendants de Louis-Ferdinand et Kira et demeure depuis un symbole de leur patrimoine familial. Ces dernières années, nous avons vu à maintes reprises les mariés de cette lignée arborer ce bijou unique lors de leur cérémonie de mariage. Ainsi, en août 2011, la princesse Sophie d'Isenbourg, épouse du prince Georges-Frédéric de Prusse, utilisa la tiare kokochnik pour parfaire sa tenue de mariée. Et en septembre 2017, la princesse Victoria-Louise de Prusse porta à son tour cette tiare exquise lors de son union avec le prince Ferdinand de Leiningen. J'aime à penser que cette extraordinaire tiare kokochnik continuera de ravir les regards et d'inspirer pour de nombreuses années, demeurant un symbole du statut et du goût raffiné de ses propriétaires. La cérémonie d'ouverture du Parlement s'est tenue au palais de Westminster, au cœur du Royaume-Uni. Cet événement, pétri de tradition, attire l'attention non seulement pour ses enjeux politiques, mais aussi pour les tenues fastueuses des membres de la noblesse. Cette fois, tous les yeux étaient rivés sur la princesse Antonia Elizabeth Bridget Louise Mansfield, la duchesse de Wellington, qui a une fois de plus illustré son élégance et son rang. La princesse Antonia, épouse d'Arthur Charles Wellesley, 9e duc de Wellington, fit son apparition à la Chambre des Lords, dans une robe magnifique et parée de bijoux étincelants. Son diadème en diamant, un cercle complet orné de hauts et délicats pics en forme de pétales, a particulièrement attiré l'attention. Cette parure, connue sous le nom d'Émodèle. L'histoire de cette tiare est une saga qui prend racine à l'époque de la deuxième duchesse de Wellington, Lady Elizabeth Hay. Maîtresse de la garde-robe à la cour, Elizabeth Hay était connue pour son goût méticuleux en matière de tenues et de joyaux. Ce diadème de diamant devint rapidement l'une de ses parures de prédilection, qu'elle arborait fièrement lors des réceptions fastueuses de la cour. Ses contemporains, éblouis, admiraient ce bijou spectaculaire, le comparant à une véritable couronne. Le diadème échut ensuite à Kakin Williams, l'épouse du 4e duc de Wellington. Celle-ci le réservait pour les événements d'une importance capitale, notamment lors du couronnement en 1902. Ce jour-là, Kathleen resplendissait, sa tenue exquise sublimée par le diadème étincelant. En novembre 1976, un événement majeur se préparait. L'arrière-petit-fils de Kathleen, Charles Wellesley, annonça ses fiançailles avec la princesse Antonia, fille du prince Frédéric de Prusse et de Lady Bridget Guinness. Ces fiançailles scellèrent l'union entre la famille royale et l'une des plus opulentes dynasties britanniques. Le jour de ses noces, la princesse Antonia s'avança, coiffée du fameux diadème de diamant, auquel elle avait délicatement assorti son voile. Le bijou lui fut prêté par sa belle-mère, Diana McConnell, spécifiquement pour ce moment précieux. En 2014, Charles et Antonia reçurent les titres de duc et duchesse de Wellington. Leur lien avec la famille royale, dont le roi Charles III et la reine Camilla, était particulièrement étroit. En 2015, ils accueillirent le couple royal dans leur résidence londonienne pour un gala somptueux, célébrant la victoire de Wellington à Waterloo. Ce soir-là, Antonia apparut de nouveau, parée du diadème de diamant, affirmant ainsi son attachement aux traditions et à l'héritage familial. Le 7 novembre de cette année, lors de l'ouverture du Parlement, le monde entier put de nouveau admirer la princesse Antonia portant ce magnifique diadème. Elle l'avait associé à un somptueux collier, orné de diamants gros comme des grains de raisin. La majesté de ces gemmes figea l'assemblée dans une muette admiration. La princesse Martha, bien que n'ayant jamais régné, a laissé une empreinte éclatante dans l'histoire avec sa tiare. Son mariage avec le prince héritier Olaf de Norvège, célébré le 21 mars 1929, captiva l'attention du monde entier. Aucune cérémonie de ce faste n'avait eu lieu en Norvège depuis 340 ans, ce qui lui conféra une portée historique. Le peuple suédois portait une affection sincère à sa princesse, et son départ pour la Norvège fut l'occasion de lui exprimer une immense gratitude. Les habitants de Stockholm offrirent à Martha une tiare en signe de leur profond respect et de leur admiration. Ce diadème, fruit d'une initiative populaire, est devenu un symbole d'admiration collective pour ce joyau. Il était serti de 956 diamants pour un poids total de 49 carats et demi, et arborait fièrement l'emblème de la dynastie Vasa. Grâce à sa conception légère et confortable, le diadème pouvait être porté sans la moindre gêne. Le mariage de Martha et Olav n'a pas seulement scellé l'union de deux cœurs épris, mais il marqua également un événement politique d'importance. Cette union a tissé un lien entre deux lignées de l'histoire royale norvégienne, soulevant l'enthousiasme du peuple. Lorsque le prince héritier Olav arriva à Stockholm pour chercher sa fiancée,
Il fut accueilli par une nièce sincère. Une semaine de célébration fut organisée pour le mariage, culminant avec la remise solennelle de la tiare. Cet événement devint le symbole éclatant de l'estime et de l'affection que le peuple suédois portait à sa princesse. Pour un instant si mémorable, quelle parure d'exception choisiriez-vous? Partagez vos songes en commentaire et abonnez-vous pour percer d'autres secrets de la joaillerie. Au fil de sa longue vie, la reine Elisabeth II a arboré des dizaines de diadèmes fastueux. Quelques-uns devinrent indissociables de son allure royale, reflet d'une époque et d'un goût en métamorphose. Mais parmi ce faste, une pièce était unique. Gracile, presque aérienne, c'était une arabesque de diamants. Celle qu'Élisabeth nommait la tiare de grand-mère. Dans sa jeunesse, à l'aube de ses fonctions royales, la princesse Élisabeth préférait les joyaux fins et légers, des bijoux soulignant sa grâce délicate. Sa favorite entre toutes était la tiare des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, un joyau façonné tel une merveille de dentelle. Cette tiare, aux motifs floraux et géométriques, semblait destinée à la jeune reine. Une création des maîtres de la maison Garrard & Company, datant de 1893. La tiare fut offerte en cadeau de noces à la princesse Marie de Teck, future grand-mère d'Élisabeth II, un présent financé par les jeunes filles du royaume. Elles réunirent plus de 5000 livres sterling, une véritable fortune pour l'époque, d'où son nom, la tiare des filles britanniques. Marie de Teck, bien que de noble lignée, était réputée désargentée. Elle était issue de la branche morganatique de la maison de Wurtemberg. Pourtant, elle grandit à la cour, choyée dès son plus jeune âge par la reine Victoria. Marie sut conquérir le cœur et l'estime de son futur époux, le prince George. Leurs noces furent absolument grandioses. Peu avant la cérémonie, au détour d'un couloir de Buckingham, George aperçut Marie dans sa robe nuptiale. La légende dit qu'ébloui par sa beauté, il s'agenouilla devant sa future épouse. Ce geste toucha au cœur la discrète princesse. Ce fut le prélude d'une union solide, bâtie sur la confiance et le soutien mutuel. Marie était, de notoriété publique, une fine connaisseuse en joaillerie. C'est sa passion des joyaux qui enrichit grandement la collection de la couronne. Elle arbora pourtant rarement la tiare des filles. Sa stature imposante s'accordait davantage à des tiares opulentes, comme la Vladimir ou celle du Durbar de Delhi. En 1914, Marie fit remplacer les perles majestueuses de la tiare par des diamants. Le but était de lui donner une apparence plus légère, plus éthérée. Le bijou gagna ainsi en polyvalence. Elle pouvait se muer en collier, se diviser, ou sa base devenir un ornement à part entière. Fait notable, les perles originelles de cette tiare servirent à créer un autre diadème de légende, la tiare des nœuds d'amour, aujourd'hui favorite de Kate Middleton. Si la plupart des joyaux de Marie de Teck revinrent à Élisabeth II après sa mort, la tiare des filles fut un don fait personnellement à sa petite fille, un présent pour ses noces avec le prince Philippe en 1947. La jeune reine chérit ce présent, et longtemps, ce fut celui qu'elle arbora le plus volontiers. Chose curieuse, dans sa jeunesse, Élisabeth préférait la version allégée, dépourvue de sa base. Plus tard, une fois souveraine affirmée, elle fit de nouveau remonter la base par les joailliers. Le bijou gagna ainsi en majesté et en prestance. Il y a 25 ans, s'éteignait la princesse Olga de Grèce et de Danemark. Elle était la fille aînée du prince Nicolas de Grèce et de Danemark. Sa mère, Hélène Vladimirovna, était la petite-fille de l'empereur Alexandre II de Russie. Olga, parente de nombreuses têtes couronnées d'Europe, épousa le régent de Yougoslavie, dont la réputation fut ternie par la Seconde Guerre mondiale. Contrainte à l'exil une grande partie de sa vie, la princesse conserva néanmoins sa beauté et sa noblesse. Le joyau de sa vie fut sans conteste une rivière de diamants unique, héritage de sa grand-mère, la grande-duchesse Olga Konstantinovna. Cette rivière de diamants, composée de 26 brillants ronds sur une monture d'or et d'argent, fut créée vers 1860 pour Olga Konstantinovna, en l'honneur de ses noces avec le roi George Ier de Grèce. Ce bijou devint un emblème de faste et d'opulence, et ornait fréquemment les portraits de la reine de Grèce. Durant la tourmente révolutionnaire, l'assistante d'Olga Konstantinovna parvint à subtiliser les joyaux du palais de Pavlovsk pour les confier à des proches de la famille. En 1923, Olga Konstantinovna offrit la rivière de diamants à sa petite fille, Olga de Grèce et de Danemark, pour célébrer ses noces avec le prince Paul de Yougoslavie. Le jour de son mariage, la princesse Olga arborait ce joyau, soulignant avec harmonie sa beauté exquise. La princesse se parait souvent de la rivière, assortie d'un diadème en diamant lors des événements officiels. Durant la Seconde Guerre mondiale, le régent Paul fut renversé, puis contraint à l'exil. L'arrivée au pouvoir des communistes entraîna ensuite l'expulsion de la famille royale. Malgré la confiscation de leurs biens, la princesse Olga parvint à conserver ses joyaux. Elle arborait la rivière au mariage de son fils, aux célébrations des noces de sa nièce,
ainsi que lors de visites d'État. En 1947, la princesse Olga permit à la reine Frédérica de Grèce d'arborer la rivière pour le mariage d'Élisabeth II et du prince Philippe. La reine Frédérica porta de nouveau le joyau à la fin des années 50. Vers la fin des années 70, la princesse Olga offrit la rivière à sa belle-fille, la princesse Barbara de Liechtenstein, ce dont témoignait de la profonde affection qu'elle portait à sa bru. Pourtant, 10 ans après le décès de la princesse Olga, la célèbre rivière de diamants fut mise aux enchères. Le prix de départ était de 480 000 francs suisses, mais le joyau s'adjugea pour plus d'1 million de francs. L'identité du nouvel acquéreur de la rivière demeure un mystère. Un destin regrettable pour un tel joyau de famille, qui méritait un sort plus digne. Cette année est célébré le 90e anniversaire de la princesse Marie-Louise de Bulgarie, aussi connue comme la princesse de Coari. Elle est issue d'une lignée royale. Fille du tsar Boris III de Bulgarie et de la princesse Giovanna d'Italie, elle est la sœur du tsar Siméon II. Suite à l'exil de sa famille hors de Bulgarie en 1946, Marie-Louise vécut d'abord en Égypte avant de s'installer en Espagne, où elle étudia au collège d'infirmières de la Croix-Rouge espagnole. En 1957, Marie-Louise unit sa destinée à celle du prince Charles de Leiningen. Ce dernier était le fils du 6e prince de Leiningen et de la grande-duchesse Maria Kirillovna Romanova. De leur union, qui dura jusqu'en 1968, naquirent 2 enfants, le prince Boris et le prince Hermann Friedrich de Leiningen. Après son divorce, Marie-Louise se remaria en 1969 avec Bronisław Tomasz Andrzej Chobot. De ce second mariage naquirent 2 autres enfants, la princesse Alexandra Nadejda et le prince Pavel de Coari. Marie-Louise mène une vie publique très active, siégeant au conseil d'administration de l'Université américaine de Bulgarie. Récemment encore, la restitution du palais familial et du parc de Vrana fut un événement capital de son existence. Parmi les facettes les plus captivantes de la vie de Maria Luisa figurent les joyaux de la famille. Une pièce d'exception se détache du lot, un somptueux bracelet bandeau, qui fut la propriété de la reine Giovanna, la mère de la princesse. Le bijou est un entrelac de motifs anciens en diamant, formant des boucles rehaussées d'une perle centrale. Son origine demeure un mystère, mais on suppose qu'il pourrait provenir des maisons royales de Savoie, de Saxe-Cobourg et Gotha, ou bien de Bourbon-Parme. La reine Giovanna arborait fréquemment ce bracelet bandeau après ses noces en 1930. Ce trésor est demeuré dans le patrimoine familial, même après l'exil, se transmettant ainsi de génération en génération. En 1955, Maria Luisa le porta aux noces du prince Alexandre de Yougoslavie et de sa cousine, la princesse Maria Pia de Savoie. Par la suite, le joyau échut à la reine Margarita, et en 1976, elle resplendit de nouveau avec ce bijou au mariage de la grande-duchesse Maria Vladimirovna Romanova et du prince Franz Wilhelm de Prusse. En 2010, la reine Margarita porta à nouveau le bracelet, mais cette fois en guise de broche, lors du mariage de la princesse Victoria. Puis en 2012, le bijou fit encore sensation lorsque Margarita l'arbora à son poignet aux noces, du duc Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stéphanie de Lannoy.